Trump annonce un cessez-le-feu avec l'Iran. Téhéran publie 10 conditions. Et parmi ces conditions, il y a celle-ci, le retrait américain de certaines bases militaires dans la région et l'arrêt total des opérations israéliennes sur tous les fronts. On n'est pas dans une reddition iranienne, on est dans l'exact inverse de ce que Washington avait promis et personne dans le monde arabe officiel ne semble s'en rendre compte, ou plutôt personne ne veut l'admettre. Rembobinons. Depuis plusieurs semaines, la confrontation entre les États-Unis et l'Iran avait atteint un niveau critique. Trump avait imposé un blocus sur les ports iraniens. L'Iran avait répliqué en verrouillant le détroit d'Ormuz, non seulement pour ses propres navires, mais pour l'ensemble du trafic maritime. Résultat, les prix du pétrole ont explosé à l'intérieur même des États-Unis, à quelques mois d'élections de mi-mandat décisives pour le camp républicain. Trump avait multiplié les déclarations martiales. Il avait parlé de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Il avait publié une photo de lui-même en figure christique, provoquant une crise interne jusque dans sa propre base évangélique. Il avait annoncé vouloir saisir le pétrole iranien. Puis, en l'espace de quelques heures, le ton a changé. Radicalement. Le président américain a annoncé un cessez-le-feu sans qu'aucun des objectifs déclarés de la campagne militaire n'ait été atteint. Pas de démantèlement du programme nucléaire, pas de changement de régime, pas de contrôle du détroit, rien. De l'autre côté, l'Iran a publié un document de 10 points. Pas une capitulation, mais un cahier des charges. Parmi les exigences, une coordination sécuritaire irano-américaine pour la réouverture du détroit d'Ormuz, le retrait américain de plusieurs bases dans la région et l'obligation pour Israël de cesser toute opération militaire, en particulier au Liban. Téhéran n'a d'ailleurs jamais cessé ses frappes pendant les pourparlers. Les sirènes ont continué de retentir à Tel Aviv. Ce qui vient de se produire est un tournant, pas parce qu'un accord a été signé dont il n'y a pas d'accord, il y a un cessez-le-feu fragile. Le tournant, c'est que les États-Unis ont reculé les premiers et tout le monde l'a vu. La mécanique est limpide. Trump avait parié sur un rapport de force écrasant, blocus naval, déploiement de destroyers, menace de frappe sur les infrastructures énergétiques iraniennes. Mais l'Iran a retourné le blocus contre le bloqueur en fermant Ormuz à tout le trafic non iranien ou en imposant des droits de passage de 2 millions de dollars par navire. Téhéran a transformé une arme américaine en crise américaine. Les ports du Golfe se sont retrouvés paralysés, les cours du brut ont flambé et la Chine est entrée dans la partie en voyant ostensiblement un pétrolier traverser le détroit, comme pour dire à Washington « essayez de l'arrêter ». Des sources chinoises évoquent même la livraison à l'Iran de systèmes de défense antiaérienne portables déployés le long de la côte occidentale iranienne. Le rapport de force s'est inversé silencieusement côté israélien. La pilule est encore plus amère. Les médias hébreux, y compris la chaîne 14, réputée proche de Netanyahou, parlent ouvertement de trahison américaine. Le correspondant militaire de la chaîne 12 résume la situation en un mot : Trump nous a lâchés. Netanyahou, qui parlait encore la veille de poursuivre les opérations, a dû se résoudre à déclarer que l'arrêt des combats servait les intérêts d'Israël, formule classique pour habiller une défaite en choix stratégique. Le fait est que l'un des 10 points iraniens exige explicitement l'arrêt des opérations militaires israéliennes sur tous les fronts, Liban en tête, et que Washington, en acceptant le cessez-le-feu, a implicitement validé cette exigence. Mais le spectacle le plus révélateur ne vient ni de Washington ni de Téhéran, il vient des capitales arabes et il est accablant. En l'espace de 24 heures, les mêmes comptes officiels et les mêmes éditorialistes proches des pouvoirs du Golfe, les mêmes influenceurs qui suppliaient Trump de frapper sans pitié, se sont retournés comme des crêpes. Les mêmes voix émirassis qui tweetaient « Frappe Trump et n'aie aucune pitié » affirment désormais que c'est Mohammed Ben Zayed qui a convaincu Trump d'arrêter la guerre. Les mêmes voix saoudiennes qui appelaient à l'anéantissement de l'Iran célèbrent aujourd'hui la sagesse de Mohammed Ben Salman qui a stoppé le conflit. En Égypte, la presse officielle attribue l'arrêt des hostilités aux efforts diplomatiques du président Sisi, le même Sisi incapable de peser sur le conflit au Soudan ou de protéger Gaza pendant 2 ans de bombardements.
Ce ballet grotesque dit quelque chose de profond sur l'état du monde arabe officiel. Il ne s'agit plus de politique étrangère, il s'agit de communication intérieure à l'état pur. Chaque régime récupère un événement sur lequel il n'a eu aucune prise pour alimenter son propre récit de puissance. Personne n'a négocié, personne n'a pesé, personne n'a pris de risque. Mais tout le monde veut la photo. Et pendant ce temps, les Émirats bloquent les comptes de dizaines de créateurs de contenu arabe, journalistes indépendants, commentateurs saoudiens, chaînes d'information, au motif qu'ils menacent l'ordre public et remettent en cause l'orientation de la direction. Quand on se proclame vainqueur, on n'a normalement pas besoin de faire taire ceux qui racontent l'histoire autrement. Ce qui se dessine est plus large qu'un simple cessez-le-feu. 3 conséquences méritent attention. Premièrement, l'Iran sort de cette séquence en position de force relative. Elle n'a pas été frappée de manière décisive. Elle a imposé ses conditions. Elle a démontré sa capacité à paralyser le commerce mondial via Hormuz et elle a obtenu que les États-Unis accepte un cadre de coordination sécuritaire, ce qui revient à reconnaître son rôle de puissance régionale incontournable. Le programme nucléaire, lui, n'a pas été touché. Trump avait dit depuis les années 1980 qu'il n'accepterait jamais un Iran nucléaire. Le dossier reste entier. Deuxièmement, Israël se retrouve isolé dans sa propre guerre. Les négociations directes libano-israéliennes à Washington, les premières en 43 ans, se déroulent dans un contexte où l'ambassadeur israélien ose dire qu'Israël va libérer le Liban de l'occupation iranienne. Pendant ce temps, Netanyahou annonce la poursuite des frappes sur le sud du Liban. La contradiction est totale. On négocie d'un côté, on bombarde de l'autre, et le Liban officiel accepte de poser pour la photo. Troisièmement, la Chine a franchi un palier. Envoyer un pétrolier à travers un détroit sous blocus américain, c'est un acte de défiance stratégique, pas un geste commercial. Pékin signale qu'elle ne laissera pas Washington décider seul qui accède aux ressources énergétiques mondiales. Le pétrole iranien est pour la Chine ce que l'eau est pour un organisme vivant, une nécessité vitale, bon marché, fourni par un allié fiable. Et si les États-Unis s'enlisent au Moyen-Orient, c'est autant de temps et de ressources qu'ils ne consacrent pas au Pacifique, ce que Washington reconnaît d'ailleurs explicitement. On nous avait promis la chute de l'Iran, on assiste à la chute d'un bluff. Les États-Unis ont découvert ce que toute puissance impériale finit par redécouvrir. On peut bloquer un détroit, mais on ne peut pas bloquer les conséquences. L'Iran n'a pas gagné la guerre, mais elle n'a pas perdu la paix. Et c'est exactement ce que Trump voulait éviter. Le vrai perdant de cette séquence, ce n'est peut-être ni Washington ni Téhéran. Ce sont les peuples arabes, spectateurs d'un jeu qui se joue au-dessus de leur tête, gouvernés par des régimes qui célèbrent des victoires auxquelles ils n'ont pas participé, tout en muselant quiconque ose poser la question évidente: si vous êtes si victorieux, pourquoi avez-vous si peur qu'on en parle ?